Bonjour tout le monde, je remets un tout petit pied dans l'actualité avec des réactions à des trailers qui viennent de sortir. Alors il y en a deux qui sont sortis dans la même semaine, il y a le trailer pour Eternals, auquel je vais réagir dans cette vidéo, Les Éternels, parce qu'il a un titre français depuis le temps quand même. Il avait déjà un titre français dans d'anciennes vidéos, mais j'aime bien dire Eternals plutôt que Les Éternels. Et je vais faire une réaction à la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce de Fondation qui sortira un peu plus tard. Je sais pas quand exactement, parce que je vais pas trop me presser non plus, j'essaye encore de lever un peu le pied. Mais il est temps de revenir sur la bande-annonce de Eternals parce que ça y est, j'ai pas vu la bande-annonce, mais je sais que, parce qu'on me l'a envoyé 10 000 fois sur Twitter, qu'ils ont enfin dit Directed by Oscar winner Chloé Zhao. Alors ils ont dit Academy Award winner Chloé Zhao, parce que ça fait plus prout-prout. Et apparemment, enfin, ça y est, ce trailer-là met un peu plus l'accent sur l'histoire. Avant, c'était presque plus des concept trailers ou teasers. Là, a priori, ça devrait être vraiment un peu plus d'histoire telle quelle et un peu plus savoir ce qui se passe. Donc, allons-y pour la réaction au final trailer de Les Éternels. Allons-y. Déjà, ça c'est très Chloé Zhao. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet donc vous étiez là. Back with a snap of a finger. The sudden return of the population. Oh, c'était l'Europe. Provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. C'est déjà un peu plus vendeur comme plan, cet énorme tsunami là. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Ah, c'est les Titans, c'est ça? We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. You can't protect. Any of them. Donc ils insistent beaucoup sur lui, hein, leur propre Superman. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Ah, leurs petites blagues de fin de trailer, là, elles sont jamais très drôles. C'est un petit peu plus vendeur, déjà, que les deux premiers teasers qui nous ont sortis, quoi. Là, tu vois vraiment que tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus mythologique par rapport à l'univers de Marvel. Je crois donc que c'est cet énorme truc qu'on a vu les commander, c'est les Titans, c'est ça? Les espèces d'êtres suprêmes qui ont un peu créé tout dans l'univers, en tout cas là, et dont la tête de l'un sert comme décor à Nowhere, dans les Gardiens de la Galaxie. Il leur a donc instruit de ne pas intervenir dans l'histoire humaine, mais ils ont le droit quand même de les aider à se développer et à créer toute une civilisation et à développer des technologies et à créer différentes villes, etc. Enfin, c'est bizarrement foutu. Il faut vraiment se raccrocher aux branches. S'ils se décident là à agir, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que cette menace-là est un truc qui est lié à eux, spécifiquement? J'ai l'impression qu'ils se rebellent contre leur créateur, là, a priori. Oui, donc ça a l'air un petit peu plus intéressant, déjà, que ce qu'on nous a vendu pendant quelques temps. Et il y a des images qui ont l'air assez intéressantes. Alors, on va revenir un petit peu sur quelques analyses d'images. Et donc comme je le disais, ces plans-là, le plan donc sur Salma Hayek en cheval et cette petite maison isolée dans un plan très très large,
C'est quelque chose qui est très Chloé Zhao. Chloé Zhao, elle adore ces caméras qui se promènent sur des grands paysages assez désertiques. C'est notamment tout ce qui fait le sel de son film Nomadland. Un film qui méritait un Oscar parce que quand même, faut montrer Frances McDormand en train de chier dans un seau dans une caravane. C'est proche de l'homme, c'est proche de la terre, des pauvres, donc c'est bien, faut donner un Oscar pour ces choses-là. Mais donc ouais, ce genre de plan très large, très nature, enfin rempli de nature sur des grands paysages, etc. Pour le coup, c'est très Chloé Zhao et faut admettre que là, dans un blockbuster, il y a un côté quand même grand spectacle qui est plutôt intéressant. Ça me fait presque penser un peu à des plans de The Village de Shyamalan, dans ces plans sur de petites brousses avec une petite maison isolée au milieu. Donner de l'importance à ce point-là au ciel et faire une démarcation très claire entre le ciel et la terre, etc. C'est quelque chose qui a l'air de bien marquer son cinéma. Je vais admettre que j'ai pas vu grand-chose de son cinéma à part Nomadland. En même temps, je sais pas si elle a fait grand-chose à part ça. Je crois qu'elle a fait 1 ou 2 films avant, vite fait. Mais c'est vrai que là, ça donne quelque chose d'assez intéressant, et on sort de la palette de couleurs habituelle, dans ces plans-là en tout cas, dans d'autres plans on est plus habituel, mais on sort de la palette de couleurs habituelle des Marvel, qui est généralement sur des couleurs beaucoup plus pétantes et beaucoup plus marquées. On sait qu'il y a des plans où ça va être beaucoup plus pétant que ça, mais pour le coup, avoir quelques plans un peu plus neutres comme ça, un peu plus sobres, ça change un petit peu. Vous remarquerez dans ce petit plan sur le Porsche, quelque chose d'assez classique dans ces films-là, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs réactions à des bandes annonces, mais les directeurs de la photo adorent mouiller le sol. Pourquoi? Parce que quand tu mouilles le sol devient d'un seul coup beaucoup plus intéressant parce que tu peux avoir des reflets. Et donc tu peux jouer avec ça. Là, du coup, on a le reflet du ciel gris sur le plancher de cette cabane. Ça permet du coup d'avoir un petit rehaussement, des jolis petits jeux de reflets. Et vous voyez qu'ils ont mouillé un petit peu le reste de la terre à côté, etc. pour que ça ait l'air un petit peu, pour que ça reflète un peu de ciel et que ça change un petit peu les couleurs qui sont, que ce soit pas juste ciel, vert et puis bois, mais qu'il y ait quelques petits rappels des autres couleurs dans le reste du truc. Mais c'est quand même très mouillé parce que putain son Porsche il n'empêche pas grand chose de tomber, hein. Si la pluie arrive jusque là, c'est qu'il y a un petit problème de conception quand même. Mais là aussi du coup cette petite chaîne de montagnes qu'on voit au fond de l'image, ça donne un grand sentiment de grandiose et ça montre vraiment que l'environnement est vaste. Je sais pas jusqu'à quel point est-ce que tout ça est vrai, parce que la montagne au fond fait un petit peu artificielle je trouve. Je me demande si ce serait pas vrai jusqu'à la première petite dune, et puis ensuite le reste, le fond du décor serait pas une made painting. Ça m'a l'air un tout petit peu étrange comme fond, mais je pense quand même que la plupart des images sont en images réelles. Et puis on peut voir aussi l'intérêt d'une couverture nuageuse, parce que ça fait des lumières et des ombres qui sont très peu marquées finalement. Donc il y a quelque chose d'assez neutre dans cette image qui la rend assez désaturée. C'est pas très habituel pour des Marvel. Généralement Marvel ils aiment bien quand il y a un soleil bien tapant, quand il y a des couleurs un peu fortes, etc. Des teintes un petit peu jaunes, un peu chaleureuses. Là, pour le coup, c'est très désaturé par rapport à leur code habituel. Donc déjà, tu vois qu'il y a un petit changement à ce niveau-là. Ce très gros plan large sur la Terre depuis l'espace, il est évidemment entièrement en image de synthèse, mais encore une fois, il y a une grande notion de grandiose. Un plan qui est très très large. Évidemment, tu fais difficilement plus large que film depuis l'espace. Ça donne vraiment une idée de contexte, de globalité, quelque chose d'assez vaste. Et puis ce petit truc qui tombe sur la Terre mais qui crée une onde de choc qui enlève tous les nuages, etc. Ça rappelle certains plans de Deep Impact par exemple, pour ceux qui connaissent, très bon film de chute d'astéroïdes. Ça te donne du coup un sentiment de grandiose, et le sentiment de grandiose est augmenté ensuite par le plan sur cet énorme tsunami. T'as l'impression même qu'il y a un tremblement de terre qui est associé à ça, genre la croûte terrestre elle-même se met à onduler et à sortir, etc. Et ça fait pour le coup un plan avec une opposition de couleurs qui est assez intéressante entre le gris du ciel, le bleu de l'océan et le vert de la végétation. Il y a un petit choc de couleurs qui est intéressant, aussi intéressant que le côté dévastateur du plan, quoi, qui évidemment est entièrement en image de synthèse, faut-il le préciser. Ça, il y a quelque chose de vachement plus graphique et intéressant que ce qu'il y a eu dans beaucoup des films du MCU récemment. Ça rappelle un petit peu certains plans de Loki ou certains décors de Loki, certains de leurs concepts. T'as l'impression que vraiment maintenant avec la phase 4, ils essayent de créer des trucs un peu intéressants, mais du coup ce cercle de personnes qui sont autour de cette statue avec cette couleur extrêmement marquée, extrêmement profonde de rouge, en même temps le bleu qui est au sol, ce côté cristallin qui donne un côté vachement intéressant du coup au décor. Des sculptures de cristal ou de pierres précieuses, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Ça dénote un certain sentiment de pouvoir. On taille plutôt la pierre en principe, nous, ou de la glace limite, mais là du coup c'est vrai que ça montre un certain sentiment de pouvoir. Et je suppose que la statue, c'est une représentation des titans qui les ont créés, du coup. Donc il y a quelque chose de vraiment, avec cette salle ronde, ce cercle, cette statue, etc., un côté très mystique. Pareil, même la lumière qui est... c'est intéressant parce que vous voyez, il y a une lumière qui est très forte au centre, mais étant donné que tout le décor est sombre, la lumière se reflète nulle part, et du coup, la pièce reste globalement extrêmement sombre. Je sais pas du coup ce que sont ces espèces de cailloux qui leur rentrent dans le corps. Est-ce que c'est genre... les cailloux sont leur vraie personnalité, et les corps sont juste des enveloppes qu'ils utilisent ensuite pour se déplacer, ou est-ce que c'est genre des pierres d'infinité qu'ils reçoivent, ou des semi-pierres d'infinité, ou un truc dans ce genre-là?
Là aussi, il y a un côté intéressant et qui montre leur pouvoir. Déjà, tu montres le pouvoir avec l'opposition entre la sphère, une des formes qui est la plus simple de l'univers, et en même temps ce triangle qui est une forme extrêmement simple, mais extrêmement résistante aussi, mais surtout extrêmement artificielle. Elle existe rarement comme ça à l'état naturel. Ça arrive, hein, il y a des trucs avec des structures triangulaires naturellement, mais c'est plutôt un truc assez artificiel, et ça se voit que c'est artificiel parce que du coup c'est une ligne très droite, tu vois que c'est un vaisseau construit, etc. Et tu ressens encore plus la puissance en dehors de l'opposition entre la boule et puis le triangle particulièrement artificiel. Le fait que il soit aussi proche du soleil et que le vaisseau crame pas, etc. Donc tu vois du coup à quel point ils sont forts en fait avec ce genre de plan. Là aussi, dans le genre gros plan large qui fasse un grand sentiment de grandiose, on fait difficilement plus large que ça, les humains sont absolument minuscules du coup dans le plan. Et puis il y a un contre-jour aussi qui est intéressant à travailler, on a le soleil qui est directement en face. Donc il y a un joli travail qui est fait pour essayer d'avoir le plan le plus impressionnant possible. On voit que la plupart des plans, parce que là les autres plans sont pas particulièrement intéressants en eux-mêmes, mais on voit que la plupart des caméras bougent pas mal. Même quand il était sur le porche en train de parler, il y avait une caméra qui était un peu épaule, ou sur un chariot, ou steadicam, etc. Mais il y a quelque chose de, peut-être une steadicam, parce que c'est un peu haut pour être un simple, quoique ça pourrait être une dolly. Ça me paraît un peu libre au niveau des mouvements pour être un truc sur un chariot, donc je pense que c'est plutôt une steadicam. Et ça, c'est un truc qui est assez courant dans les plans de Chloé Zhao. Elle aime bien avoir une caméra qui bouge. Ça donne un côté assez réaliste, assez documentaire, parce que il y a un côté artificiel souvent quand les plans sont trop fixes. Et c'est vrai que du coup avoir une caméra qui est en mouvement, qui est très libre, ça donne un côté très réaliste, un petit peu documentaire, parce qu'en documentaire on fait beaucoup de caméra à épaule, et ça fait un côté capturé sur le vif, donc un peu plus vrai également. Les effets spéciaux sont pas mal pour le coup. Souvent il y a un côté un peu artificiel dans les effets spéciaux Marvel, mais là pour le coup il y a un côté plutôt réaliste. Tu vois encore le côté assez mythologique parce que tu vois qu'il y a un côté, il ressemble à des démons du coup ces créatures, et du coup tu vois comment ça aurait pu inspirer les mythologies successives et les différentes religions qui ont existé. Le côté le regard qui tue de Dieu avec pour le coup les rayons laser à la Superman, etc. Et puis on voit encore dans ce plan large là un travail de la lumière qui est assez intéressant. On voit déjà il y a un travail de l'échelle qui est intéressant parce qu'il y a le tout petit humain là qui est tout au bord de l'océan qui est à côté du monstre. Mais tout ça surtout est filmé avec un soleil qui est en train de se lever ou de se coucher, je sais pas, l'un ou l'autre. Et donc l'ombre est extrêmement longue, et finalement ce plan est presque entièrement recouvert d'ombre, ce qui encore une fois est pas très habituel pour un Marvel. D'habitude ils essaieraient plutôt de filmer quand cette crique est éclairée par le soleil pour qu'on voit bien les choses. Là, essayer de travailler comme ça, une lumière qui est assez intéressante, c'est assez subtil, assez réaliste, c'est quelque chose qui est assez différent pour eux d'habitude. Et pour le coup, on a l'intervention du surnaturel dans ce réel avec les rayons laser, et puis donc le gros monstre qui sort de l'océan. Là c'est marrant, mais typiquement ce plan-là, c'est une réalisatrice un peu auteur qui irait le faire, quoi. Qui, en réalisant un Marvel, se dirait, tiens, on va filmer à côté d'une laverie. C'est vraiment ce côté, je veux filmer ce qui est proche des petites gens, je veux filmer ce qui est proche du quotidien de beaucoup de personnes. Donc la lumière va entièrement être créée par la lumière intérieure de ce lavomatique, parce que l'extérieur, il fait sombre, il fait nuit, je crois qu'il a plu, parce que la pluie un peu partout. Nos deux personnages sont en tenue de civil, il y en a une qui a un bonnet, donc vraiment genre essayer de disparaître dans la foule, quoi, mais du coup quelque chose qui est très proche des humains. Et en même temps il y a un côté intéressant, il y a une perspective intéressante qui est travaillée par la ligne de fuite des machines à laver, que ce soit les hublots ou le dessus de la machine à laver, ça plonge ton regard dans la profondeur du décor. Ça reste un décor qui est quand même assez intéressant visuellement, c'est pas trop bloqué en termes de profondeur, mais là aussi vous voyez qu'on travaille une lumière qui est assez intéressante parce que la lumière est pas du tout sur les personnages, ils sont éclairés par une lumière très indirecte finalement, et il y en a un qui est collé à la fenêtre, à la vitre, pour qu'on essaye de voir un petit peu ce qu'il y a sur lui, l'autre je sais pas, je pense qu'on a dû rehausser un tout petit peu sur le côté, du côté de où il y a le mec, on a dû mettre un reflow ou peut-être une source de lumière, un truc dans ce genre là, parce que si lui a besoin d'être collé à la fenêtre pour être éclairé comme ça, je pense que elle a besoin aussi d'être un petit peu rehaussée à cette distance là pour avoir un truc. Mais peut-être que c'est 100% de la lumière naturelle. Pour moi, c'est vraiment un plan Chloé Zhao, ou réalisateur, auteur en tout cas, quoi. Autrice dans ce cas-là, même s'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le mot autrice. On remarque aussi qu'il y a des séparations visuelles entre les personnages, il y a un gros pilier qui est au milieu, donc peut-être que ça montre un moment où ils sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire, sur le fait de revenir, de se retrouver, etc. On va marquer peut-être une séparation entre les personnages avec ce pylône, et on a du coup un surcadrage dans ce plan-là avec le décor qui est dans une fenêtre, qui n'est donc pas le cadre 100% de l'image, donc ça peut aussi avoir un sens, faudrait savoir devant le film pour le coup. C'est pas un Eternals qui est en train de lui poser cette question, pourquoi est-ce que vous avez pas aidé contre Thanos ou contre les guerres, etc.
C'est surprenant comme décision. Est-ce que lui, du coup, il a fait quelque chose dans son coin? Je sais pas. Alors ici, un petit plan chez les Mayas, manifestement, probablement envahi par les conquistadors. On voit donc ce grand village en flammes, avec les flammes qui créent la lumière de l'environnement. Alors ça, là, c'est probablement rehaussé par des gros ballons qui font des espèces de lunes artificielles et qui permettent du coup d'avoir une lumière beaucoup plus forte et beaucoup plus diffusée sur le plateau. C'est un truc qu'on utilise très souvent pour éclairer de nuit, par exemple, ou pour faire des scènes comme ça. C'est vrai que là, la lumière fait un tout petit peu moins réaliste. Leurs tenues, elles sont blanches, mais elles sont quand même un petit peu trop claires par rapport au reste pour être totalement naturelles. Mais globalement, t'as quand même une lumière qui est plus naturelle. Et puis, encore une fois, je vous dis, ces plans qui sont quasiment tout le temps en mouvement. Donc, on a un léger travelling qui avance, qui fait un panneau travelling avec donc le chariot qui avance pour faire son travelling et le panoramique de la caméra qui suit le personnage qui est au premier plan ou le conquistador en train d'avancer, je ne sais pas exactement. Et puis là, un très joli plan large avec un surcadrage par les côtés de la porte qui redonne un côté presque 1.33. On a donc ces pyramides mayas qui sont dans le coin. On a à nouveau un jeu de contre-jour avec la lumière. C'est lui est en silhouette et c'est le reste du décor qui le distingue. Et c'est vrai que ça fait un plan qui est plutôt impressionnant. Encore une fois, une image qui est assez vaste. En même temps, pas mal de fumée provoquée par les incendies, mais pas mal de fumée pour essayer de cacher des trucs et que le plan coûte pas des milliards à faire non plus. Bien qu'il ait sans doute coûté assez cher quand même. Pour le coup, là aussi, c'est intéressant de revenir sur le passé de la Terre et de montrer comment est-ce que ça peut être mélangé avec certains personnages un peu surpuissants et des super-héros. Après, on en parlait, enfin, on a discuté avec certaines personnes dans les commentaires dans la sortie des premiers teasers et des premières bandes annonces. Il est fort probable que les 3/4 du film se déroulent à notre époque réelle et que ça, ce soit genre à notre époque réelle, à notre époque moderne. Et que ça, ce soit genre des petits flashbacks ou alors une petite intro au début de 10-15 minutes pour présenter qui sont les Eternals, ce qu'ils ont fait, à quel moment est-ce qu'ils se sont séparés de l'humanité, etc., etc. Que ce soit un gros résumé, en fait, qui soit utilisé pour ça et que le reste du film soit plus dans l'époque moderne. Ou peut-être qu'on aura des flashbacks réguliers pendant le film. Mais je pense pas qu'on aura une grande fresque qui s'étale sur plusieurs millénaires au final. Je pense que ce sera plus limité. Et ça, je suppose que c'est l'explosion nucléaire d'Hiroshima ou de Nagasaki, ou c'est le truc qui s'est écrasé sur la Terre depuis l'espace qu'on a vu au début, mais j'ai l'impression, comme ils sont en train de dire qu'ils veulent pas intervenir dans les conflits humains, je pense que ça doit être un des grands conflits humains, une des guerres mondiales, et donc probablement l'explosion de la première bombe nucléaire à Hiroshima. Là encore, c'est du plan qui est particulièrement impressionnant, quoi. Le cadre cinémascope est parfaitement utilisé, la ligne d'horizon qui est placée aux 2/3 ou au milieu, cette grande explosion au milieu, et surtout l'onde de choc qui écarte les nuages aussi, un peu comme l'astéroïde qui tombe sur la Terre, là, qu'on a vu au début, et qui délimite presque les bords du cadre, et donc tu vois à quel point c'est démesuré comme explosion et comme événement, etc. Et c'est vrai que pour le coup, c'est particulièrement grandiose. Tu vois même le petit effet sur le fait que ça traverse différentes couches de l'atmosphère et tout, c'est particulièrement impressionnant comme plan. Et donc ouais, je suppose que la statue dans leur truc, c'était bien par rapport à leur créateur, donc cette espèce de titan, parce qu'il est rouge, de la même couleur et je crois même qu'il a l'air fait en une espèce de cristal rouge, un truc dans ce genre-là. Donc ça doit être du coup leur créateur, c'est celui qui les a conçus, et c'est donc lui qui leur a donné l'ordre de ne pas intervenir dans certains trucs. Mais ils ont le droit de les aider à progresser. Un peu étrange comme indication, mais bon, soit. On le voit donc filmer en contre-plongée pour marquer du coup sa domination par rapport au reste des personnages. La contre-plongée, c'est le code graphique utilisé pour permettre de marquer une supériorité de la part de quelque chose. Et donc évidemment, comme c'est leur créateur, comme c'est probablement ce qui sera le plus proche d'un dieu, un véritable dieu dans la mythologie Marvel, c'est normal de le filmer comme ça a priori. Le petit cœur de femme pour faire le petit côté mystique qui revient aussi dans cette musique de bande-annonce. Là encore, c'est un plan intérieur, mais malgré tout, la lumière principale, elle est derrière le personnage, et lui, il est rehaussé par quelque chose qui vient un peu sur le côté, une lumière qui est un peu plus rouge, mais sinon, il y a une lumière qui est particulièrement verdâtre, ce qui est normal pour une lumière de néon. Les néons ont souvent des lumières qui sont assez verdâtres, parce que toutes les sources de lumière ont une teinte un petit peu différente, elles émettent pas toutes dans le spectre global de la lumière, elles font pas une lumière qui est parfaitement blanche, il y en a qui sont plus jaunâtres, plus rougeâtres, plus vertes, plus bleues. Le néon, c'est généralement une lumière particulièrement verdâtre. Bon, cela dit, il est pas en silhouette non plus, hein. C'est vrai que la lumière est quand même assez fat sur son visage. Là aussi, du très gros et très beau plan large sur, je sais pas, c'est l'Amazone, c'est ça, et la forêt amazonienne, et encore une fois, le grand paysage, montagne, tout petit personnage qui est en train de se promener sur la rivière, et pas la lumière la plus frontale qui soit. On voit qu'il y a la lumière d'une montagne sur le côté, ce côté-là pour vous, qui est en train d'arriver sur le côté de la rivière. On voit une petite ombre qui est marquée en bas. L'endroit est filmé, s'il est filmé, parce que ça me paraît un petit peu numérique.
Mais s'il est filmé, c'est filmé de façon à ce que la lumière soit assez réaliste et pas la lumière la plus marquante, frappante, qui est généralement la lumière de midi et 14h. Qu'on utilise généralement dans la plupart des plans en plein jour et en extérieur, quoi. Alors là aussi, un plan assez large avec un personnage qui est plutôt centré au milieu. Je me demande si c'est pas celui qui était centré dans le plan sur les Mayas, parce qu'ils sont filmés de la même façon, en fait, surcadrés avec, bon là c'est une porte qui est en train de s'ouvrir sur les côtés, il y avait une autre porte, une ouverture en tout cas sur le décor Maya, et il est filmé de dos de la même façon, j'ai l'impression qu'il a un peu la même coupe, etc. Donc sans doute que ça doit être le même type, je suppose, hein, que je suis pas sûr à 100%, mais ça doit l'être. Et il est dans la forêt amazonienne justement, là, j'ai l'impression, ils vont le chercher ou un truc, il a des espèces de gens qui le vénèrent, il a tout un groupe, il a fondé une secte ou je sais pas trop quoi, au fin fond de l'Amazonie. Il y a des gens qui sont habillés en bleu et en blanc là derrière. Ce qui est intéressant, c'est une couleur qui se démarque vachement du coup du vert naturel, quoi, le bleu ou le blanc. Le blanc notamment. Sur ce plan-là, encore une fois, on voit des couleurs qui sont quand même très éteintes et très désaturées. En principe, dans un film Marvel, le truc derrière, il serait jaune pétant, un truc ultra rouge, un truc dans ce genre-là. Enfin, il y aurait un truc beaucoup plus marquant que ce beige un peu éteint, quoi. Les deux teintes de bleu qui sont sur lui, c'est des bleus qui sont un peu pastel ou un peu sombres. C'est pas des bleus qui sont très pétants, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un gros changement de luminosité et de colorimétrie dans ce film par rapport à ce qu'ils font habituellement chez Marvel. Donc là, à nouveau, dans cette série de plans, beaucoup de plans extrêmement larges, avec un paysage qui est particulièrement vaste, particulièrement désertique. Ça, pour le coup, ça ressemble vachement au paysage de Nomadland, par exemple. Beaucoup de montagnes. Ça a l'air, pour le coup, totalement naturel. Ça a pas l'air d'être retouché numériquement ou tourné sur un fond vert ou bleu, comme beaucoup de choses chez Marvel. On travaille un peu plus une opposition de couleurs, par contre, à ce moment-là, avec du coup la terre qui est assez rougeâtre, et les personnages qui sont avec des couleurs qui se démarquent particulièrement du rouge, notamment du bleu assez sombre, bleu marine, du noir, beaucoup de bleu, à vrai dire, beaucoup de bleu qui s'oppose au rouge, qui est quand même une couleur qui est, ces deux couleurs qui s'opposent plutôt bien, ou le blanc de Angelina Jolie, qui en plus est teinte en blonde, et donc du coup ça la rend particulièrement claire sur ce décor-là. Et on voit notamment que comme son chemisier est à peu près la même couleur que le ciel, par exemple, qui est derrière, son chemisier est mis vraiment en dessous de la ligne d'horizon pour qu'il y ait vachement de rouge à côté, alors que le ciel bleu et la montagne qui est un peu plus proche de la couleur du coup de son chemisier sont gardés plus au niveau de ses cheveux qui eux avec le blond ressortent beaucoup mieux. Donc il y a à nouveau quelque chose qui est assez intéressant, et là encore elle tourne le dos au soleil. En principe, un plan comme ça, on l'aurait tourné avec le personnage tourné vers le soleil, généralement dans un Marvel ou un truc dans ce genre-là. Là, pour le coup, non, c'est totalement l'inverse. Peut-être aussi pour marquer une certaine opposition entre elle et les personnages qui viennent la chercher. Elle est du coup, elle visage dans l'ombre, alors que les autres sont plus éclairés de face par le soleil. Donc il y avait quelque chose aussi à ce niveau-là. Encore un plan très large sur un phénomène naturel. C'est quoi? C'est l'éruption du Vésuve ou un truc dans ce genre-là? Non, c'est une toute petite île, c'est quoi? Mais bref, plan extrêmement large, aérien, sur un grand environnement. On voit donc l'océan qui prend vachement de place, un espèce de trou dans les nuages aussi. C'est quelque chose qui revient beaucoup manifestement dans la mise en scène de ce film. Et un jeu intéressant avec le soleil, parce qu'on a des teintes qui sont très bleutées en général, et on a en même temps tout un côté de l'image qui devient très bleu et doré autour du soleil. Ça fait un jeu de couleurs qui est plutôt intéressant, avec le reflet dans la mer aussi très doré. Là aussi c'est intéressant, on oppose le costume bleu un peu ciel aux montagnes qui sont extrêmement sombres, et au contraire avec le ciel qui est beaucoup plus clair, on oppose ses cheveux qui sont roux. Trouver des façons de bien faire ressortir le personnage dans des décors qui sont généralement très vastes et aussi un peu monochromatiques aussi, mais qui travaillent un gros grandiose, un grand grandiose. À nouveau du plan très très large, de l'environnement désertique, pas mal de poussière pour le coup, pour faire un truc un peu différent. Je sais pas si elle est naturellement provoquée, s'ils ont pris un énorme ventilateur pour la mettre, ou si c'est le vent. Mais ça fait du coup quelque chose d'assez intéressant dans le décor. Manifestement ils sont au milieu de ruines, donc sans doute les ruines d'une ancienne ville dans laquelle ils sont allés avant. Peut-être que du coup on aura des flashbacks récurrents entre la période moderne et l'ancienne époque, au fur et à mesure qu'ils vont se retrouver. Je suppose qu'il y en a qui vont sur les lieux d'une civilisation disparue, d'un moment qui les a marqués dans leur passé. Là encore, décor intérieur, mais pourtant murs extrêmement sombres, donc très peu réfléchissants, et des petites lumières qui sont vraiment... ça fait vraiment intérieur de meuf. Mais je sais pas si vous avez remarqué, les femmes aiment beaucoup avoir plein de petites lumières d'appoint qui n'éclairent que dalle, mais avoir du coup une petite lumière tamisée un peu partout. Alors que les mecs, c'est grande lumière partout. Moi, c'est typiquement c'est ça. Hein, j'ai un halogène qui se reflète sur le ciel, qui est sur le plafond blanc, et du coup ça rééclaire absolument toute la pièce. Et j'ai une petite lumière d'appoint là pour me rehausser un peu pour que ça soit bien éclairé. Mais c'est vraiment un éclairage de meuf, je trouve, d'avoir un éclairage comme ça vachement sombre à l'intérieur. Mais donc ouais, encore une fois, des lumières très tamisées, et assez différentes du coup du reste de Marvel. Et de fait, Brian Tyree Henry, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle l'acteur,
il a du mal un petit peu à se distinguer par rapport au reste du décor. Heureusement qu'il a sa branche de lunettes pour capter de la lumière, et puis ils ont dû un tout petit peu le brumiser pour qu'il puisse refléter un petit peu la lumière et se distinguer par rapport au fond, parce que le fond a quasiment sa couleur de peau à lui. Pas facile à gérer pour ce décor-là, mais ils ont réussi à s'en sortir. On voit absolument tous les détails de son visage, pour le coup, ça marche très bien. Et ici encore, il y a une lumière qui est particulièrement étrange, parce que on est dans la même pièce. Les deux personnages ont la peau beaucoup plus claire, donc pour le coup, eux, on les voit bien, mais la lumière principale de l'environnement, elle est au fond de cet énorme couloir, elle se reflète. Vous voyez que le sol, pour le coup, ils ont pris une surface qui était pas trop mate, qui était plutôt réfléchissante, pour faire un petit reflet intéressant de la lumière et que ça vienne jusqu'ici. Mais la lumière est quasi jamais sur les personnages importants, là, pour tous les plans qu'on a eu là dans la moitié de cette bande-annonce. Donc il y a vraiment un travail de lumière qui est particulièrement différent du reste de chez Marvel. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus traditionnel de chez Marvel. Un grand plan large avec le soleil qui tape bien, vous voyez les ombres qui sont... Oh, les ombres sont presque parallèles avec le bord du cadre, ça c'est très joli. Je sais pas si elle a essayé de faire le truc ou si c'était un hasard parce qu'ils ont tourné à ce moment-là, mais ça faut le faire pour que tes ombres soient parfaitement parallèles à ton bord de cadre. Pour le coup, avec un soleil qui tape beaucoup plus dur comme ça, c'est beaucoup plus traditionnel d'une image de Marvel. Ça pourrait faire penser à certains plans du premier Iron Man par exemple, avec Tony Stark qui fait sa démonstration dans le désert de l'Afghanistan, donc c'est plus traditionnel. Mais tu sens que c'est pas la base de ce qu'elle essaye de faire, et puis que ça colle surtout à l'environnement dans lequel elle est. Là, elle est dans un grand désert qui probablement a beaucoup moins de nuages, de couverture nuageuse, et un soleil qui tape beaucoup plus fort naturellement, alors que jusque-là, elle tournait dans des environnements qui devaient être plus propices à des météos un peu plus couvertes. C'est un peu le problème quand tu vois des choses qui ont été tournées en décor réel, c'est jusqu'où est-ce que la lumière était volontaire dans le tournage. Imaginons on essaye de tourner une scène comme ça, et il pleut quand on arrive. T'as deux solutions, soit tu l'assumes et tu mets la pluie du coup dans la scène, mais généralement il faudrait quand même que ça colle, soit tu attends une éclaircie, soit faut que tu reportes carrément d'une journée le tournage du truc. Éventuellement, si tu peux avoir quelque chose à tourner dans le même décor, dans le même environnement, mais qui se fasse pas, par exemple, imaginons qu'il soit pas dans un désert, imaginons qu'il soit en ville et qu'il faille tourner un plein soleil en ville, tu peux éventuellement essayer de décaler une scène qui peut se tourner à l'intérieur et aller voir si ton décor en intérieur est disponible ce jour-là et pouvoir tourner une petite scène, ou improviser dans un autre décor, dans un autre environnement, une scène, etc. Mais le tournage en décor réel, c'est une horreur. Personnellement, quand je devais faire des tournages, notamment avec l'école, parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis l'école, hein, j'en ai même fait aucun depuis l'école, quand on devait faire des tournages en extérieur à l'école, je détestais ça parce que je n'aime que le tournage en studio parce que tu peux tout contrôler et la météo te fait pas chier. La météo, c'est le truc qui te casse le plus les couilles quand tu tournes en décor naturel. Bon. Après, dans un désert, généralement, t'es pas trop surpris par la météo. Mais ça arrive. Il y a des films qui ont eu des tempêtes de sable, des trucs dans ce genre-là, qui ont détruit des décors, des machins. Enfin bon, ça arrive. Notamment Star Wars, quand ils avaient essayé de tourner à Tatooine, il y a eu un gros décor qui avait été détruit par une tempête ou un truc dans ce genre-là. Mais bon, bref. Là aussi, beau plan très large avec un petit groupe shot a priori en début de plan. Le vaisseau est gigantesque et prend la totalité du cadre avec une belle perspective qui va de la pointe avant du vaisseau jusqu'au reste. Plan qui marque un très beau grandiose pour le coup. Alors là, question groupe shot, c'est groupe shot de chez groupe shot, hein. Il y en a un qui est pas dans le cadre, qui est encore un petit peu caché de l'autre côté, mais ouais, ça fait vraiment le plan Marvel typique de super-héros, quoi. Et je sais pas ce qui peut justifier ça dans l'histoire. Est-ce que c'est peut-être le moment où il débarque sur Terre? Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus tard dans le film, parce qu'il y a une petite jeune qui, je crois, débarque au fur et à mesure de l'histoire. Elle, lui, ou elle, ou je sais pas trop quoi, parce que il me semble que c'est un personnage non binaire dans ce film. C'est une de leurs nouveautés en termes de diversité. C'est pour ça aussi qu'une bonne partie du casting est asiatique, pakistanais, latino pour Salma Hayek par exemple, afro-américain, etc. Ils ont, pour le coup, ils se sont fait un gros groupe de super-héros très divers. Et je crois que la gamine est non binaire, ou le gamin. On va dire la gamine, c'est une actrice, hein, mais il me semble qu'elle est non-binaire dans le film. Je suis pas sûr à 100%, hein, c'est un truc qui me semble avoir lu à un moment ou à un autre, mais il me semble bien que elle a pas de genre défini. Bon là c'est sympathique, on est en train de créer un petit feu d'artifice contre-plongé pour qu'il y ait un côté un petit peu impressionnant, mais surtout nécessaire parce que tu filmes le feu d'artifice lui-même. Mais c'est intéressant de l'avoir intégré elle dans le décor, de la mettre en rapport avec son feu d'artifice, et puis d'avoir en plus c'est la souris qui est là. D'avoir en plus les murs de la cité. Et donc là, dans le même lieu, manifestement, contre-champ intéressant, là aussi avec un plan extrêmement large, extrêmement vaste, avec une bonne petite foule, c'est pas une grosse foule, mais une bonne petite foule qui est réunie à l'intérieur des murs, et qui fait du coup un environnement et un plan qui est assez grandiose, encore une fois. Les petites étincelles des feux d'artifice qui sont en train de tomber. Et à nouveau, une lumière qui est particulièrement tamisée. Il y a un petit feu là qui est en train de brûler dans un coin.
qui se reflètent un petit peu sur les bords d'un mur. Il y en a un ou deux qui sont cachés quelque part. Je sais même pas ce qui les éclaire là globalement, c'est la lumière de la lune ou de la nuit, donc pour le coup ça doit être à nouveau, je vous ai dit, une espèce de gros ballon de lumière. Là encore, un traitement de la lumière qui est assez inhabituel par rapport à un Marvel, c'est quand même assez sombre comme image. Là aussi il y a un travail de contraste qui est intéressant avec encore une fois ces cheveux blonds, quasi blonds là, parce qu'il n'y a pas trop de couleurs dans ce plan, donc c'est très désaturé. Mais du coup ses cheveux blancs, sa tenue blanche et son visage qui est éclairé par, je pense que c'est l'espèce de petit socle de cristal blanc là qui est au bas de leur statue, et le fond de la pièce qui est entièrement noir et qui reflète pas la lumière, et il y a une opposition, c'est presque noir et blanc ça comme image, c'est intéressant comme travail des couleurs. À nouveau un éclairage en contre-jour, il y a un rehaussement à l'intérieur de l'environnement, mais on voit bien que ses cheveux, le bas de ses cheveux prend plus la lumière que le reste. Donc encore une fois une lumière intéressante. Là c'est intéressant d'ailleurs dans ce décor d'avoir bon déjà il y a une opposition encore une fois très forte entre l'extérieur qui est beaucoup plus éclairé et puis eux qui sont beaucoup plus tamisés, ça c'est normal comme différence de lumière, les intérieurs sont beaucoup plus sombres que les extérieurs, mais c'est intéressant de voir à quel point le fond est laiteux, et le petit soleil qui débarque à travers les petites mailles du mur qui est derrière eux, ça fait du coup un petit lens flare qui est très joli, et puis j'aime bien le petit palmier qui est pile poil, bon il est pas pile poil au milieu de la porte, il est au tiers de la porte, dans ce genre là, mais ça habille très bien le surcadrage, du coup on a l'intérieur et puis l'extérieur, et à l'extérieur on a le palmier qui est bien cadré par rapport à la porte, pour que ça fasse un truc bien composé, avec aussi du coup la petite contre-plongée pour qu'on voit les palmes du palmier. Là, une petite scène urbaine, ce qui est moins habituel dans ce qu'on a vu jusque-là dans le film. Donc c'est à Camden, donc c'est à Londres, je suppose. La passerelle ou le panneau publicitaire, je sais pas, qui est bien éclairé par les spots, mais qui fait très verdâtre, avec le reste de l'environnement qui est beaucoup plus rouge, avec la brique. Et le personnage donc de comment il s'appelle lui déjà, c'est Keith Harington, c'est ça? J'ai arrêté ma recherche en plein milieu, mais il me semble que c'est Keith Harington, le mec de Game of Thrones. Mais donc lui aussi est habillé en rouge, donc il se distingue bien par rapport au reste. D'ailleurs c'est intéressant, on a du vert et du rouge à nouveau dans les feux qui sont derrière, c'est marrant qu'on reprenne ça au niveau de l'éclairage du coup dans les feux. Mais c'est intéressant qu'on ait cette opposition de couleurs, parce que pareil on a une voiture qui est rouge à côté de lui, que vraiment tout l'ensemble de ce plan est vert et rouge, et quand on arrive ensuite au danger, on a ce bus londonien rouge qui est en train de se renverser et qui va leur tomber dessus, et donc on a quelque chose de rouge à nouveau avec une opposition de décor qui est plutôt verdâtre, même s'il y a un peu plus de jaune qui arrive dans ce plan-là, et il le transforme en tout un tas de pétales rouges, une nuée de pétales rouges. J'espère qu'il y avait personne dans le bus du coup, parce que sinon ils sont tous fait transformer en pétales de fleurs, mais il y a quelque chose du coup qui est intéressant à nouveau dans cette opposition entre les pétales rouges et puis un environnement qui est assez verdâtre avec des lumières qui semblent assez verdâtres, et à nouveau les plans sont plutôt larges avec des belles lignes de fuite qui sont bien travaillées. Encore une fois, les images sont quand même très grandioses dans cette bande-annonce. Là, typiquement, voilà, ce plan-là, ça me rappelle un petit peu certains plans de Jupiter Ascending et des Wachowski. Grand vaisseau gigantesque avec beaucoup d'or et d'enluminure dans les décors. Je comprends pas trop ce qui se passe. Il y a des plantes qui poussent par terre, ou c'est des trucs dorés qui sont en train de former, je sais pas trop quoi. C'est encore un décor qui est assez magnifique, et un plan qui est grandiose, quoi. Encore une fois, des tout petits humains minuscules dans le champ. C'est pas habituel d'avoir des plans qui travaillent autant le grandiose chez Marvel finalement. C'est souvent des plans qui sont un peu à échelle humaine. En même temps, c'est filmé par des réalisateurs qui n'ont pas beaucoup de vision, donc c'est à peu près normal. Mais c'est vrai que ça, c'est plus impressionnant comme genre de plan que ce qu'on a pu avoir dans Infinity War ou dans Endgame, par exemple. Donc non, c'est vrai que pour le coup là ça envoie, ça a de la gueule. Là c'est pareil, c'est du plan en effets spéciaux assez classique, mais contrairement à beaucoup de plans effets spéciaux classiques de chez Marvel, on travaille aussi à avoir une atmosphère et une ambiance qui est un peu plus opaque, un peu plus chargée par je ne sais pas quelle fumée, et qui donne du coup un petit côté un peu différent, pas trop net, pas trop précis. Ça retire un peu le côté effets spéciaux du coup du truc. Je pense pas que ce soit un décor réel ce truc là. Il y a une personnalité particulière à ces plans qui est pas celle habituelle du MCU. Là encore, visuellement, je sais pas ce qui se passe exactement, je sais quoi, ça doit être des petits échantillons de plantes ou trucs dans ce genre-là, mais cette grande pièce-là, gigantesque, avec ses alvéoles de partout, ses pics, ces espèces de stalagmites au sol, dorés, le personnage minuscule en dessous, il y a quelque chose qui est quand même vachement plus intéressant et créatif que ce qu'on a vu dans beaucoup de Marvel dans ce truc-là. Là, pareil, on a une opposition entre le côté très terne du décor et le côté très coloré de leur costume de super-héros. Donc là, c'est beaucoup plus bleu, et puis en plus le doré qui lui arrive sur les doigts, c'est rigolo. En fait, quand il se bat, il fait des piou-piou comme ça avec ses doigts. Un travail de la colorimétrie qui est assez intéressant dans ce plan-là. Et encore une fois, des plans avec des environnements extrêmement larges. Il y a le village qui prend une bonne partie du cadre, mais tu distingues quand même les montagnes au fond et tout. C'est le genre de plan qui fait très
Chloé Zhao encore une fois. Et puis un rapport d'échelle intéressant avec dans ce plan là où il tire vraiment sur la créature, il y a un rapport d'échelle entre la créature qui fait 2 fois sa taille manifestement et lui qui est beaucoup plus petit, qui arrive à la moitié du cadre, à la ligne d'horizon. Donc tu vois bien du coup le côté plus gros et démesuré du monstre et tu le rends du coup menaçant grâce à ça. Là encore un joli plan très mystique, manifestement la création d'une galaxie entière par exemple par un titan ou un truc dans ce genre là. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment travaillé dans les Marvel, si ce n'est dans Thor par exemple. Moi Thor c'est aussi un truc qui faisait que ça m'avait fait rentrer dans le MCU, dans la phase 1 notamment. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que tu parles encore du MCU. Parce qu'au début le MCU ça me paraissait vachement intéressant, moi jusqu'à grosso modo la phase 2 et demi on va dire, il y a quelques films de la phase 2, j'étais à peu près dedans, je trouvais que c'était intéressant et après c'est devenu une soupe industrielle produite à la chaîne, etc. Et c'est pour ça que ça m'a vachement déçu, mais à la base j'ai envie de suivre le MCU parce que j'ai réussi à rentrer dedans grâce à certains points et notamment grâce à la mythologie qui est travaillée dans Thor. Et revenir à ce genre de truc, c'est plutôt intéressant du coup cette fois-ci, ça va relancer, pour moi ça relance un peu l'intérêt de l'univers. Alors ce plan-là, je crois qu'il a été vachement utilisé au niveau de la promo et des trucs dans le genre. Il y a à nouveau un travail de la palette des couleurs qui est vachement intéressant, elle a un costume qui est doré avec un sol qui est jaune sable, mais qui semble vachement collé à la couleur du coup de sa tenue, et elle crée une lance dorée mais qui est beaucoup plus claire que le reste, donc ça fait une petite nuance dans le jaune, et en même temps tout ce jaune, y compris le blond de ses cheveux, est opposé au bleu du ciel et de l'océan derrière. Et ça fait un contraste entre 2 couleurs là dans ce plan-là qui marche très très bien. Le jaune et le bleu s'opposent beaucoup, un peu comme le vert et le rouge dans les plans précédents. Et c'est vrai que du coup tu vois qu'il y a un travail esthétique qui est vachement plus fait dans ce film-là que ça n'a pu l'être dans les autres Marvel qui sont un dégueulis de couleurs et de trucs qui n'ont pas vraiment de sens et qui sont pas vraiment travaillés quoi. Là un peu la même chose qu'avec Kumail Nanjiani mais avec Angelina Jolie cette fois-ci. Le monstre déborde du cadre, est hors cadre alors que elle se glisse dans le cadre cinémascope. C'est intéressant. C'est un des films qui utilise le mieux le cinémascope depuis un bon bout de temps, ce film-là, dans le MCU. C'est vrai qu'ils sont tous en scope, mais très peu l'utilisent, contrairement à ce qu'ils faisaient dans la phase 1, notamment, où ils utilisaient beaucoup plus la largeur de cadre du scope. Pour moi, les plans dans Infinity War et dans Endgame, ils étaient pas du tout intéressants en termes d'exploitation du cadre, mais là, le cadre, il est parfaitement exploité par Chloé Zhao. Là, un plan qui est vachement effets spéciaux, mais en même temps, effets spéciaux qui essayent d'émuler le style de Chloé Zhao, donc ça donne un côté assez différent à cette super vitesse qui est un peu étrange. Mais j'aime bien le côté un peu fisheye, la déformation du décor, etc. Je sais pas comment ils ont tourné le truc, ça doit être juste une mate en 2D. Mais peut-être que c'est un plan d'hélicoptère qu'ils ont tourné, qu'ils ont accéléré et un peu déformé ensuite. Mais c'est vrai que ça donne un rendu qui est assez original et qui est assez intéressant par rapport au concept de super vitesse en général. Par contre, alors ce plan-là, vous avez un tout petit peu trop été pompé dans Man of Steel quand même, parce que on dirait typiquement Superman avant de buter, enfin après avoir buté Zod ou Zod qui est en train de s'énerver ou un truc dans ce genre-là. Enfin, ça ressemble vachement à des plans de Man of Steel, ce truc. On sent que vous avez envie de montrer que vous avez votre Superman à vous aussi, quoi. Là encore, un travail de la lumière qui est vachement intéressant. C'est une silhouette, grosso modo, ce plan. C'est la créature est en silhouette, le personnage est en silhouette, et la lumière vient du fond de ce décor. Heureusement qu'on a un relief qui est rocheux pour pouvoir prendre un petit peu de lumière sur les parois et essayer de rehausser un petit peu le truc, et puis une ambiance un petit peu brumeuse aussi pour rattraper un peu de la couleur et la ramener un peu dans le reste. Mais c'est vrai que c'est un travail de lumière qui est pas du tout habituel pour le MCU, mais c'est la 12e fois que je le dis, mais je pense que ça rentre là maintenant. Là aussi un très beau plan aérien avec un instant magique. Le décor fait bleu pourpre, avec le soleil un peu doré qui débarque sur le côté. C'est des lumières qui sont très inhabituelles pour des plans d'effets spéciaux. Là aussi, ça me rappelle un peu Jupiter Ascending qui avait fait toute la scène d'attaque à Chicago au lever du jour, et du coup toute la scène est baignée dans une espèce d'atmosphère rose assez étrange, assez surréaliste, mais qui est très belle et très poétique, et ça me fait beaucoup penser à ça comme plan. Et là aussi un travail de lumière qui est intéressant parce que toute cette séquence est tournée au crépuscule ou à l'aube, je sais pas exactement, avec donc du coup une lumière qui est très tamisée, très basse, très sombre, un petit peu bleutée. Et pour le coup, on a les pouvoirs des super-héros qui amènent leur propre lumière et qui créent du coup une décharge de jaune d'un seul coup dans un décor très bleuté à la base. Là aussi, c'est très joli comme plan, et comme travail de la lumière en général. Et alors là, paradoxalement, le plan intérieur, il fait un petit peu dégueulasse. Il y a un travail du vert dans les murs qui est pas particulièrement sympathique. Il y a des lumières oranges qui débarquent. Je suppose que c'est pour faire une opposition du coup avec le vert, ce qui peut marcher, un jaune orangé. Il y a une orange dans un saladier, puis il y a des petites rondelles de je sais pas trop quoi, des carottes ou un truc. Mais alors ça fait un peu placement produit parce que t'as quand même une belle petite manette. C'est quoi, c'est une manette de PS5 ou c'est une manette d'Xbox? Elle se ressemble vachement maintenant. J'ai pas l'habitude des manettes de nouvelle génération, donc j'arrive plus à les distinguer, mais ça ressemble à une manette de PS5, ça j'ai l'impression, non? Ça fait vraiment de gros placement produit presque dans le truc.
c'est pas très adroit, je trouve. Ah non, ça doit être des jetons de poker ou un truc dans ce genre là qui étaient sur la table, hein, les petits cercles. Et donc là aussi, quand même, une lumière, un travail des couleurs et des lumières qui est très tamisé, avec une lumière qui semble assez réaliste, mais en même temps assez dégueulasse aussi. Il doit y avoir un lustre au plafond, il se reflète un peu dans le dans le cadre qui est au fond, et ça fait une lumière qui est un peu fat sur eux. Je le trouve pas très joli. Beaucoup de fumée pour tamiser vachement l'environnement, et pour un intérieur comme ça de maison, je trouve que ça passe un petit peu moins bien. Là, je le trouve un peu moche, le plan. C'est le seul plan de la bande-annonce que je trouve un peu moche. C'est vraiment ce stinger de fin de bande-annonce, je le trouve dégueulasse dans tous les sens du terme. La blague me fait pas rire, et la lumière, je trouve pas très jolie, mais bon. Ok, bah écoutez, beaucoup plus de choses que je pensais n'avoir à en dire, du coup, sur cette bande-annonce. C'est vrai qu'il y a une patte artistique qui est tout à fait différente de ce qui a été fait dans le reste du MCU, et que on introduit un univers qui peut quand même donner quelque chose d'intéressant. J'étais pas très chaud, pas très motivé par les premières bandes annonces qui étaient jusque-là. Là, ça commence un petit peu à réveiller mon attention. Vous voyez l'extrait de Django Unchained. You had my curiosity, but now you have my attention. C'est typiquement ce que j'ai en tête là en ce moment devant ce trailer. Ça a l'air beaucoup plus intéressant que ce que ça nous a vendu jusque-là. Donc, bah écoutez, on verra bien quand le film va sortir, mais c'est vrai que même si le scénario me plaît pas, au moins visuellement, il y a une patte qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vu dans la majorité de la phase 3 et une bonne partie de la phase 2 également. Les films de la phase 1 avaient tellement plus de personnalité que tout ce qu'ils ont fait ensuite, et dans les phases 2 et 3, à part Black Panther et Thor Ragnarok peut-être, il n'y a pas grand chose qui a vraiment eu une personnalité, qui a fait une mise en scène assez intéressante. Là, pour le coup, on a une mise en scène qui est particulièrement marquée. C'est aussi l'intérêt d'aller chercher une réalisatrice limite underground, en tout cas une autrice. Contrairement à la plupart des réalisateurs qui étaient pas plus des faiseurs de films qu'on a eu, des Yes Men qu'on a eu jusque-là dans le MCU, tu vois qu'il y a une grosse différence quand même. À ce niveau-là, c'est assez marqué. Donc peut-être que ça va être un renouveau intéressant, cette phase 4, effectivement. J'avais des doutes, mais entre WandaVision, entre Loki, et là, les petites images qu'on a sur ce truc-là, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Par contre, Shang-Chi, ça m'intéresse toujours pas. J'ai pas fait de réaction à cette trailer-là, comme vous l'avez vu, et il va sortir avant Eternals. Et Shang-Chi, ou Shang-Chi, ou Shang-Chi, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais ça me paraît moins intéressant que ce qu'on a là avec les Éternels. Donc on va bien voir. Mais ça va commencer à diviser au niveau de la population, là, au niveau du MCU. Si on commence à faire des trucs artistiques et un peu plus rechercher, travailler visuellement, etc., il y en a qui vont pas être habitués. Hein. Donc ouais, non, ça a l'air pas mal. Pas mal du tout. Vous avez mon attention, Marvel. On va voir ce que ça vaudra quand ça sortira en salle en novembre, du coup, il me semble. Voilà donc pour ce qui est de ma réaction à ce nouveau trailer, ce dernier trailer des Éternels. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!